Tout à fait. C'est ça. Très peu. Bonjour à tous. Bonjour. On est sur l'espace conversation multidisciplinaire, si vous nous entendez de loin. Et on va parler endométriose et kinésithérapie. Vous pouvez venir, vous pouvez vous rapprocher, même si vous êtes un homme, promis. Merci les filles d'être là. C'est bon ? Donc bonjour à toutes et tous. Je suis Pierre Chospé. Je suis donc kiné évidemment et je participe aussi à ITMP sur le plan de la thérapie manuelle assez logiquement. Et je suis donc formateur pour ITMP et responsable du cursus de thérapie manuelle. Bonjour. Bonjour. Alors moi je m'appelle Sabrina Fajot, je suis spécialisée en, on va dire, kiné de la femme. Pourquoi ? Parce que je fais de la rééducation abdominopérinéale. Je fais aussi de la peau et des cicatrices, on appelle ça la physio-dermato-fonctionnelle, mais ça va forcément avec la périnéologie, les opérations du ventre, les cicatrices de périnée, tout ça c'est un petit peu lié. Je suis aussi formatrice au sein de l'ITMP et j'ai comme particularité aussi que je crée du contenu sur les réseaux sociaux pour vulgariser les données médicales au plus grand nombre et notamment aux patientes. Donc là, pendant une demi-heure, on va faire une espèce de topo sur l'endométriose, mais pour le rendre un peu vivant, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, on va faire un regard croisé entre le kiné plutôt classique qui fait de la thérapie manuelle et puis la kiné qui fait quasi exclusivement de la pelvipérinéologie, mais qui est aussi ostéopathe, donc peut-être qu'elle fait un petit peu de thérapie manuelle aussi. Donc moi, ça fait pas mal de temps que j'interviens aussi sur de la gestion de douleurs persistantes, notamment avec Saint-Joseph, avec Sainte-Anne. Et c'est vrai qu'on a dans cette population de patients-là un pourcentage très important de patientes présentant de l'endométriose avec comme signe clinique numéro 1 des douleurs de bassin. Et ce lien entre douleur et puis après tout ce qui va être phénomène de nociplastie et endométriose est toujours très très long à être fait. Et justement, je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait, nous, en tant que kiné, des idées relativement claires sur les signes cliniques qui appellent en fait l'évaluation vers l'endométriose. Je pense que tu seras plus à même que moi d'aller les citer, mais je pense que c'est important de les avoir. Alors, la problématique des signes cliniques, c'est qu'en fait, ils sont quand même multiples. Donc, la douleur chronique en fait partie, c'est une des problématiques de l'endométriose, mais comme tu le dis si bien, ça arrive longtemps. Pourquoi ça arrive Pourquoi il y a beaucoup de douleurs chroniques chez les patientes atteintes d'endométriose ? Parce que à l'heure actuelle encore, on est à peu près, donc c'est pas pour tout le monde pareil, mais à un retard de diagnostic de 7 ans. Pour certaines, 7 ans, ça va même paraître court, hein, parce que ça peut être 15 ans ou 20 ans, ou jamais diagnostiqué. Et pour d'autres, on les diagnostique un peu plus tôt maintenant, encore heureux. Mais du coup, la douleur chronique, c'est effectivement beaucoup installé, mais c'est finalement pas... C'est celui qu'on voit le plus comme symptôme, mais ce n'est pas le symptôme principal. Et surtout, moi, dans le e-learning que je donne sur l'endométriose, j'aime bien poser la question en classe virtuelle à mes apprenants. Quand je vous dis endométriose, à quoi vous pensez en premier ? Ouais, c'est vrai que du coup, pour moi, ma porte d'entrée numéro 1, c'est douleur pelvienne. Mais après, je pense que il y aura probablement, toujours pareil de la douleur, mais associée au cycle. Et ensuite, probablement, au niveau règles, probablement des volumes de règles. Mais ça, c'est clairement, moi, en tant que praticien homme, une info que je n'ai pas sur les 2 premiers rendez-vous. C'est tout à fait. Et en plus, souvent, donc 80 à 80% des apprenants, 90% des apprenants me répondent la douleur. Oui, parce qu'on a un biais de recrutement, parce qu'on voit les douloureuses. Sauf que l'endométriose ne fait pas mal chez tout le monde, puisqu'il y en a qui arrivent en parcours PMA et qui n'ont pas ressenti de douleur, ou en tout cas qui ne s'en sont pas extrêmement plaints. Donc oui, la douleur fait partie des symptômes. Et pour un moyen mémotechnique un peu fourre-tout, mais pour se faciliter le fait de retenir et l'apprentissage, je dis souvent les 8 D de l'endométriose.
Donc il y a les douleurs de règles, les ménorrhagies, enfin les douleurs de règles. Mais c'est pas la douleur de règles que... Alors c'est jamais normal d'avoir mal pendant les règles. Ça, c'est une certitude. Il y a des douleurs qui sont plus acceptables que d'autres. Il y a des douleurs qui sont plus supportables que d'autres. Dans l'endométriose, on est quand même classiquement sur des douleurs au-dessus de 7 à 8 sur 10 pendant le cycle, qui ne passent pas avec un antalgique de niveau 1, donc du paracétamol ou du spasfon classiquement, ne permet pas de faire passer ces douleurs-là. Ça, c'est déjà le premier cycle. Et surtout de pas perdurer sur oh, vous avez mal pendant les règles, allez, tout le monde a mal. Vous êtes des femmes, c'est normal. Exactement, vous êtes des femmes, c'est normal. Donc non, ce n'est pas normal. Quelle que soit la cause de la douleur, toutes les douleurs de règles ne sont pas dues à l'endométriose, mais spécifiquement quand l'endométriose fait mal pendant les règles, c'est des douleurs très intenses et qui ne passent pas avec du paracétamol. Après, on a les douleurs pelviennes. Donc à l'heure actuelle, les chiffres sont parfois un petit peu difficiles à obtenir. 40% des femmes, en comptant les douleurs de règles, auraient des douleurs pelviennes, aiguës ou chroniques. Peut-être un peu plus. Chez les hommes, on a encore moins de chiffres, mais en tout cas là, sur spécifiquement les femmes et l'endométriose, on aurait classiquement tendance à dire que à peu près un tiers des patientes qui ont des douleurs chroniques pelviennes ont de l'endométriose et à peu près la moitié des patientes qui ont de l'endométriose ont des douleurs chroniques. En tout cas, il y a un lien. Donc c'est un facteur favorisant d'avoir une douleur persistante, et le fait d'avoir une douleur persistante, c'est aussi un facteur favorisant d'avoir une endométriose. Voilà, c'est ça s'entend bien. Qui de l'œuf ou la poule a commencé en premier, mais en tout cas, effectivement, c'est lié. Ce sont des douleurs dans la zone. On a les dysuries et les dyschésies, donc des syndromes spécifiques de problèmes urinaires, de problèmes défécatoires, de douleurs défécatoires, cataméliales, donc pendant le cycle, encore une fois. Donc ça peut être des protalgies fugaces, ça peut être de l'hyperactivité vésicale spécifique à la période de règles, par exemple. Ça peut être des douleurs à la miction. Tout ce qui est majoré pendant le cycle, même sur des symptômes urinaires, même sur des symptômes défécatoires, peut faire penser à de l'endométriose. Après, on a évidemment les douleurs chroniques, le déconditionnement physique et la fatigue chronique. Donc ça, c'est vrai que c'est des symptômes qu'on peut voir aussi sur d'autres douloureuses chroniques, la fibromyalgie par exemple. Donc vraiment, ce qu'on retiendra en kiné classique, c'est de se dire, si la patiente a mal pendant les règles, même si elle dit j'ai toujours eu mal, voilà, les douleurs pelviennes et une douleur pelvienne un peu particulière qui est la dyspareunie, donc les douleurs à la pénétration, et spécifiquement pour l'endométriose, ça va être les dyspareunies profondes. Dans les dyspareunies, on a profonde et d'intromission. Les dyspareunies d'intromission, elles peuvent arriver, mais souvent dans un deuxième temps, parce qu'elles ont tellement eu mal à la pénétration que ça crée principalement du vaginisme dans ce cas-là. Mais les douleurs à la pénétration profonde, dans les dyspareunies profondes, c'est parce qu'en fait, une des localisations de l'endométriose majoritaire, c'est le ligament utérosacré qui est épaissi. Et donc, lors des rapports sexuels, quand ça vient taper sur le ligament, en fait, ça fait mal. Et typiquement, ces patientes, si vous ne creusez pas, elles vont vous dire « Non, j'ai pas mal pendant les rapports ». Oui, mais vous avez une sexualité qui vous convient ? Oui, bah, soit on ne fait plus de pénétration, voilà. Soit, oui, mais il y a des positions qu'on ne fait plus. Donc ça, j'en parle beaucoup. Il y a toute une heure de podcast sur la gestion de la douleur sexuelle quand on est kinésithérapeute, comment on la bilante et comment on écoute nos patientes. Parce que demander à nos patientes si elles ont plus mal pendant la levrette, c'est un bilan. Mais il faut quand même l'amener d'une certaine manière un petit peu éthique. Oui, je te confirme. Oui. Voilà, parce que sinon, ça peut poser problème. Je fais partie problème. du Conseil de l'Ordre aussi. Je pense que là, si on pose direct la question, on va avoir beaucoup de travail. Je te confirme. Peut-être d'information dans un premier temps et du légal dans un second ou vice-versa. Tout à fait. Tu donnes des conseils de comment introduire la question ? Tout à fait. Parfait, merci. Ouais, il y a une heure de podcast vraiment sur la douleur et il y a une heure sur la douleur sexuelle parce qu'on ne peut pas bilanter un périnée sans parler de la fonction sexuelle. On ne peut pas parler d'endométriose sans parler de la fonction sexuelle. Notre job, c'est de la bilanter, pas toujours de la travailler en fonction de la cause de la problématique, mais quand c'est mécanique, oui, c'est notre partie aussi. Mais par contre, ça s'apprend à aborder la fonction sexuelle. Même si c'est aussi fonctionnel que la course pour un genou, ça ne s'aborde pas comme la reprise de course, quoi. Oui. J'aurais beaucoup de mal comme ça à attaquer quelque chose sur Après, une fois que les patientes elles sont en confiance, par contre, vous avez intérêt, vous, à être au top. Hein. Parce que quand ça part, les questions, ça fuse dans tous les sens.
Donc oui, en kiné classique, si la porte d'entrée, c'est une lombalgie chronique, par exemple, de se dire que les douleurs sont majorées pendant la période des règles ou pendant la période de l'ovulation, que tout ce que vous avez fait en kiné classique, ça passe pas, que les bilans ils sont pas clairs, il faut quand même se dire tiens, il y a autre chose. Oui, parce que c'est là qu'est la difficulté, c'est-à-dire qu'il y a à la fois finalement tout un pan de physiologie qui va être lié finalement au cycle, mais aussi il va y avoir tout un plan qui est lié à la nociplastie. Je ne sais pas si vous êtes familière du coup avec la notion de nociplastie, qui sont les phénomènes d'apprentissage en fait du système nerveux quand vous avez de l'exposition à la douleur. Et du coup, plus vous allez être exposé à la douleur, plus vous avez une probabilité d'avoir des symptômes douloureux. En fait, vous allez apprendre à générer de la douleur. Et du coup, quand on va avoir 10-15 ans de cycle douloureux, je ne vois pas comment le phénomène de nociplastie, qui est un phénomène majeur par rapport à la douleur persistante, se mettrait pas en place. Et donc, du coup, on a une combinaison de deux éléments pour faire un orage parfait, en fait. Quand je fais de l'éducation thérapeutique à mes patientes, genre je leur explique la nociception, les douleurs neuropathiques, la nociplastie. Je leur apprends que la douleur, c'est dans la tête et que c'est OK. C'est comme la tarte au quetch. Le goût de la tarte au quetch et la douleur, c'est la même chose, c'est tout dans la tête. C'est quoi les quetch? Les quetch, ce sont des petits fruits. Okay, c'est très bon la tarte au quetch. Super, mais c'est tout dans la tête. Et pour une femme, d'entendre que c'est dans la tête, mais que c'est pas psychosomatique, déjà, on abaisse un certain niveau de tension parce qu'on a quand même un passif avec l'hystérie. Donc on n'aime pas trop en tant que femme s'entendre dire que notre douleur est dans la tête. Et pourtant, si tout est dans la tête, tout dépend de l'état psycho-émotionnel. Mais cette notion-là de nociplastie, de douleur chronique, où la douleur chronique devient le problème, en fait, elles ont supporté la douleur avec une fausse croyance qu'on a tous. J'espère que vous l'aurez moins tout à l'heure ou que vous ne l'avez plus. Mais en tout cas, on a tous grandi avec ça. C'est que plus on est dur au mal, plus on est dur au mal. T'es tombé, ça va, tu t'es pas vraiment fait mal. En fait, c'est faux. Plus on vit de la douleur, plus on subit de la douleur, et plus le cerveau, il sait faire de la douleur. Il apprend. L'image qui est souvent donnée, c'est que finalement, vous avez appris la kiné. Des fois, on a essayé l'anglais ou l'espagnol. Essayez. Et en fait, plus vous allez passer du temps dans les bars en Espagne, plus votre espagnol aura un bon niveau, au moins jusqu'à 2-3 heures du matin. Après, ça redescend. Et pour la douleur, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que plus vous allez être exposé, plus votre facilité à aller créer du symptôme douloureux pour de moins en moins d'afférences, d'informations qui remontent, est importante. Et des fois, à la fin, vous n'avez plus besoin d'informations périphériques. Il suffit juste que finalement, le contexte soit le bon et c'est parti. Tout l'enjeu de la médecine actuelle et tout l'enjeu de la kinésithérapie en 2025, c'est d'être en capacité de voir les signes de manière précoce pour se dire je vais pousser ma patiente à aller se plaindre, à aller parler de ses symptômes, parce que encore en 2025, ça m'est arrivé la semaine dernière, je demande à la patiente, elle me dit oui, j'ai toujours eu mal, depuis toujours. J'ai eu mes règles à 10 ans et demi, j'arrivais pas à me lever du lit, mais on m'a dit que c'était normal d'avoir mal. Non, 10 ans et demi, les règles déjà, on se questionne, mais alors des règles qui empêchent de se lever du lit, des règles incapacitantes où les gamines ne vont pas à l'école, où les femmes font du télétravail, ou s'organisent parce qu'elles ont des règles, c'est pas normal. Donc ça, c'est vraiment des questionnements qu'il ne faut pas hésiter à avoir, surtout quand la porte d'entrée, c'est des douleurs lombaires. Plus rarement, mais ça existe, des douleurs d'épaule, qui sont des projetés du diaphragmatique. Alors ça, c'est un truc qu'on retient, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. J'ai une copine qui avait ça, et moi, ma porte d'entrée par rapport à l'endométriose, ça a clairement été ça. Une copine qui avait une douleur à l'épaule, comprenait pas, mécaniquement, rien à voir, pas de nociplastie, rien compris. Et en fait, jusqu'au moment où finalement on a creusé, et l'endométriose est arrivée dans le sujet. Alors moi, j'ai découvert un univers là, parce que ça me semblait tellement illogique. Et surtout, il faut pas s'en vouloir d'être passé à côté. Et surtout, il ne faut pas espérer que nous, on pose un diagnostic. Kinésithérapie, ce n'est pas notre métier. Déjà, si vous retenez les 8D de l'endométriose, que vous ouvrez la discussion sur ça avec vos patientes quand vous avez des douleurs qui traînent. Parce qu'il y a un moment donné, vous savez vous faire confiance. Vous avez fait vos bilans, vous avez fait de l'actif, vous avez fait du passif, vous avez fait de la thérapie manuelle, vous avez remis en charge progressive sur des exercices.
bon, ça devrait quand même finir par arranger les choses, quoi. Si ça n'arrange toujours pas les choses, alors oui, peut-être remettez-vous en question sur vos façons de faire, mais surtout posez-vous la question pourquoi la douleur persiste. Et n'hésitez pas à dire aux patients, écoutez, ça n'a rien à voir. Hein. Ok, vous venez pour une douleur d'épaule. Quoique les lombaires, c'est beaucoup plus facile de dire qu'on peut s'intéresser au pelvis. Hein, c'est quand même juste devant, ça fait sens. Dire, aujourd'hui, on se pose, je vous pose des questions. Est-ce que vous avez des douleurs de règles? Oui, non. Comment? Quelle intensité? Comment ça se passe, les cycles? Est-ce que vous avez des douleurs pendant les rapports? Est-ce qu'il y a des activités que vous ne faites pas à cause de douleurs pelviennes, etc. Et même si vous n'avez pas toutes les réponses, au moins vous aurez mis le doigt dessus sur, écoutez, vous avez des douleurs qui persistent, vous avez des signes cliniques autour de la sphère pelvienne qui ne sont pas foufou, allez consulter quelqu'un, si possible, qui les écoutera. Et ça m'a toujours épaté parce que l'écoute, notamment quand c'est de la gynéco, elle est vraiment compliquée à avoir de la part de professionnels de santé. Et finalement, ce que j'ai fini par faire, c'est leur faire un espèce de schéma. Vous savez, quand on est gamin, quand tu relis les points 1, 2, 3, et à la fin, ça fait un petit dinosaure. Et j'ai fini par les briefer en leur donnant, comme tu disais, les 8D, pour qu'elles arrivent en consultation avec les signes cliniques les plus marquants qui sont présents chez la patiente, pour que le praticien ait déjà le dessin du dinosaure directement sous les yeux s'il veut bien relier les points. Et après, je le double d'un message, d'un texte que je donne à la patiente, parce que, en fait, au niveau diagnostic, tu disais entre 5 et 7 ans, je pense que c'est dans des milieux favorisés, je pense que tu vas dans un milieu moins favorisé, au fin fond de la campagne toulousaine, je pense que tu es à plus, quoi. Et on a le droit, on est toulousain, ok, on a le droit, c'est pas du parisianisme. Tous les deux chocolatines, on se comprend. Exactement. Effectivement, tu mets le point sur quelque chose d'important, c'est l'accès aux soins. Dans une ville, à Toulouse, qui est une grande ville, ou à Paris, c'est facile d'aller voir un autre professionnel de santé. Forcément, il y a des endroits en France où c'est plus compliqué. Donc, elles sont allées voir un gynéco, une sage-femme. On leur a dit que c'était normal. C'est bien que vous appuyez la démarche. Vous pouvez faire un petit courrier en disant, voilà, j'ai des signes cliniques qui ne sont pas à faveur de la douleur caractéristique de ma lombalgie, de mon épaule. Est-ce que ça vaudrait le coup de chercher? Et pour aller plus loin aussi, pour comprendre comment se pose un diagnostic d'endométriose, déjà, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la seule solution qu'on avait, c'était l'anapathe. Donc, on peut faire une écho où il y a des signes en faveur de l'endométriose. On peut faire un IRM où il y a des signes en faveur de l'endométriose. Déjà, tous les radiologues ne savent pas forcément faire des échos et des IRM pour voir l'endométriose. Eux aussi ont besoin de se former, de se mettre à jour, parce que les signes spécifiques sur ces imageries sont assez techniques. Et après, c'était en faveur d'une opération, parfois des célioscopies de contrôle. Comment on fait une arthroscopie de genou pour voir ce qui se passe? On fait une célioscopie pour voir ce qui se passe. Et il y a un prélèvement qui part en anapathe pour savoir si les lésions qui sont trouvées dans le petit bassin ou dans l'abdomen sont en faveur d'une endométriose. Depuis 2 ou 3 ans, on commence à avoir une bouffée d'oxygène puisqu'il existe un endotexte qui est fait au niveau de la bouche. Donc c'est avec la salive, donc c'est beaucoup moins invasif. Pour l'instant, l'HAS avait financé 1000 tests, il me semble, c'est 1000 € le test à peu près. Là, elle en a financé 25 000, dont 10%, 2500 font partie d'une grande étude pour savoir si le diagnostic par endotest améliore la prise en charge de la patiente. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre en fait, c'est que aller mettre un petit coton et dire j'ai de l'endométriose, super, et derrière on fait quoi? Voilà. Donc ça va même plus loin, c'est-à-dire que les spécialistes de la douleur pelvienne, de l'endométriose qui ont travaillé sur le sujet, parce que les dernières recommandations de l'HAS sont sorties il y a quelques mois là, on est sur endométriose suspectée ou endométriose déclarée. Enfin, endométriose, c'est pas déclaré le terme, avisée. Donc en fait, soit il y a un diagnostic, il y a des signes cliniques en faveur de l'endométriose et on est quasiment sûr à 100% que c'est de l'endo, qu'il y a eu opération ou pas. Soit on n'est pas du tout sûr, l'IRM n'est pas clair, mais il y a des signes cliniques qui font penser à l'endométriose, donc nous, on va les traiter comme si elles en avaient. Parce qu'en fait, on ne prend pas de risque à traiter quelqu'un comme s'il avait l'endométriose, même si ces douleurs, ce n'est pas de l'endométriose, en vrai. Parce que nous, dans nos pratiques, en fait, si on fait une douleur pour une dyspareunie profonde
En fait, que ça soit, on redonne de la mobilité en thérapie manuelle, on travaille en écart-thérapie, on va faire des exercices. Donc, nos outils thérapeutiques, ils sont les mêmes qu'il y ait un diagnostic posé ou qu'il n'y ait pas un diagnostic posé. Et c'est ça où notre valeur ajoutée est importante, parce que ces patients-là, ces patientes-là, elles ont vraiment besoin d'améliorer leur confort de vie. Elles n'ont pas besoin d'avoir un diagnostic de plus ou de moins. Elles ont besoin de réponses thérapeutiques. Et la réponse thérapeutique, des fois, c'est la chirurgie, mais des fois, la chirurgie n'améliore pas grand-chose. Ce qui va améliorer, c'est vous, c'est vos techniques. Comme toutes les douleuses chroniques, en fait, c'est vous qui allez améliorer le confort de vie des patientes. Okay ? Donc, c'est là où c'est important que vous vous saisissiez, même si vous ne faites pas de pelvipérinéologie. Et justement, donc, du coup, au niveau de la prise en charge, là, on va... moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait malheureusement une bonne partie de ces patientes-là qui se retrouvaient embarquées dans dans des soins qui sont assez parallèles et elles sont vraiment appétentes en un quick fix, quoi, c'est-à-dire quelque chose qui résoudrait leurs problèmes en français. Et en fait, ça n'arrive pas parce que ça n'est pas possible. Et elles sont vraiment souvent un peu, pas sous emprise, mais elles sont vraiment... elles vont consulter de manière extensive des ostéos qui leur font des techniques. Je suis ostéo aussi, hein, mais je trouve que là, il y a toute un pan de la profession qui en profite assez joyeusement, parce que donc, clairement, c'est pas parce que vous allez manipuler une sacro-iliaque que vous allez améliorer quoi que ce soit au-delà d'un quart d'heure, quoi. Ça, tout le monde le sait, en fait. Sauf que c'est pas très vendeur, en fait, en ostéo. Mais, et donc là, à part ce côté manipulatif, à part ce côté aussi de prise en charge de douleurs persistantes, toi, qu'est-ce que tu as comme corde en plus par rapport à cette prise en charge? Alors, on va avoir déjà tout ce qui permet de neuromoduler la douleur. Des fois, quand elles arrivent très algiques, je les allonge, je leur apprends à respirer, parce que souvent, des fois, elles respirent qu'avec le thorax. Elles sont toutes gainées, donc il n'y a rien qui circule, il n'y a pas de mobilité. Donc, la respiration, la cohérence cardiaque pour activer le parasympathique et faire descendre le stress. L'activité physique, ce sont des patientes qui sont déconditionnées, qui ont mal tout le temps et qui ont l'impression que plus elles vont bouger, plus elles vont avoir mal. Ça, c'est totalement faux. Il y a même des études qui ont montré que sur de la douleur chronique et de la douleur pelvienne chronique, le HIIT était un bon moyen de neuromoduler la douleur. Donc, si elles veulent aller courir, elles vont courir. Si elles veulent faire du crossfit, des aerox, soulever des barres, elles font ce qu'elles ont envie de faire. On adapte par rapport aux douleurs du cycle parce qu'il y a des moments où ça ne passera pas. Mais tout ce qui est fait en dehors de la phase douloureuse va venir neuromoduler la douleur, mais aussi au niveau psycho-émotionnel, en fait. Parce qu'une femme qui se sent bien, on sait de toute façon qu'elle vivra mieux ses douleurs. Parce que souvent, les douleurs, elles sont majorées par tout ce qu'elles s'interdisent de faire dans leur vie et par leur confort de vie, encore une fois. Donc on retient qu'il n'y a pas finalement ni de sport favorisant, enfin aidant, ni de sport interdit. On est d'accord? Non, il n'y a pas que le yoga pour l'endométriose. Le yoga, c'est très bien. J'adore ça. Ils ont tout compris il y a 7 ou 9 000 ans. Franchement, bravo à eux. Il y a la mobilité, il y a la force, il y a la respiration. Il n'y a pas l'exposition à la douleur? Il n'y a pas ça dépend lesquels. Moi, si, mais généralement, on m'a dit qu'il fallait m'arrêter avant la douleur. Normalement, il faut il faut trouver le confort dans l'inconfort, c'est ça, la phrase type du yoga. Et effectivement, le yoga, pour celles qui ne sont pas sportives, c'est un outil thérapeutique génial parce qu'on les met en mouvement sur un truc qui n'est pas du sport. Donc, elles sont contentes. Oui, ça vient mobiliser, mais la mobilité active d'un début de WOD au CrossFit, aller charger des barres et courir et bouger, c'est tout aussi efficace. Donc, si c'est ça qu'elle a envie de faire, on l'accompagne à ce qu'elle a envie de faire. Si elle ne veut pas du tout bouger et qu'elle a peur, et que le yoga et le pilates, ça lui va, c'est OK aussi. Hein. Voilà, tant qu'elle bouge. Donc, neuromoduler la douleur vers l'activité physique, la respiration, la thérapie manuelle. On peut difficilement quand même s'en passer, même s'il ne faut pas leur vendre que ça et qu'on ne peut pas que les mobiliser. C'est quand même utile. Et puis la thérapie manuelle faciale. La thérapie manuelle, attention, je vais me faire taper sur les doigts, viscérale. On est au Conseil de l'Ordre tous les deux et c'est considéré comme une dérive thérapeutique. Donc je n'ai pas le droit d'en parler, mais je fais ça au quotidien et c'est un outil thérapeutique qui les soulage, vraiment. Qui ne perdure pas, ça soigne personne. Je peux te dire comment faire. Quoi ? Je peux te dire comment faire. Parce qu'en fait, c'est très bête. Le viscéral en elle-même n'a pas montré plus d'efficacité que le placebo. Ok. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez la main sur une zone qui potentiellement est avant douloureuse et sur laquelle vous allez mobiliser doucement. En fait, vous allez libérer de l'ocytocine.
Et là, en fait, ça permet de détendre et de diminuer la douleur. Ça ne dure pas. Okay. Donc, en fait, tu ne vas pas faire de thérapie, tu ne vas pas faire de viscéral parce que c'est péché, mais tu vas... Je vais faire de l'abdominal parce que c'est ça, tu vas permettre de libérer de l'ocytocine vers un contact doux. Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette approche de neuromoduler la douleur via l'ocytocine et la respiration. Par contre, quand vraiment je fais de la thérapie manuelle abdominale, parce que ça passe a priori, il y a vraiment redonner de la mobilité et améliorer le péristatisme de certains organes. Vraiment, ils bougent. Il y a des choses qui perdurent, il y a des choses qui ne perdurent pas. Mais je ne vais pas m'enfoncer plus loin parce que la conférence est censée être finie. Et s'il faut que je débatte et que je défende le viscéral, je ne vais pas m'en sortir. Mais en tout cas, je voulais que vous l'ayez entendu, parce que sur plein de choses, je suis tout à fait en accord avec l'ordre que je représente. Mais sur cette partie-là, je suis moins en accord. Je sais qu'il faut se reposer sur les dernières données de la science, mais moi, j'ai commencé à prendre les patientes atteintes d'endométriose il y a 8 ou 10 ans. L'HAS nous disait que les kinés ne servaient à rien et qu'il n'y avait pas assez d'études scientifiques qui prouvaient qu'on servait à quelque chose. Sauf que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'études scientifiques qu'on ne sert à rien. En l'occurrence, le viscéral, c'est pareil. Il n'y a pas assez de preuves scientifiques pour montrer que ça marche. C'est difficilement reproductible. C'est opérateur dépendant. Ceci dit, c'est un outil qui améliore certaines de nos patientes et qui les amène vers du mieux-être. Encore une fois, vous ne pouvez pas faire ça à toutes les séances, chez toutes les patientes. Ça ne suffira pas. Et pour continuer sur la thérapie manuelle, on a la thérapie manuelle en interne. Et là, très spécifiquement, on parlait des ostéopathes. De plus en plus d'ostéopathes non professionnels de santé font de l'interne. C'est illégal. Donc, chacun prend les risques qu'il a envie de prendre. Mais là, ça va au pénal et c'est pas opposable. Par contre, ça fait du bien aux patientes. Si elles y vont, c'est que ça leur fait du bien. Donc, vous, kinésithérapeute, vous avez le droit de faire de la thérapie manuelle en interne avec des conditions particulières. Si vous êtes spécialisé en pelvipérinéologie, si vous faites des épaules toute la journée, n'allez pas voir le périnée en interne, vous allez avoir des problèmes. Mais si vous faites déjà de la pelvipérinéologie, réfléchir thérapie manuelle interne et pas juste contracter, relâcher le périnée, vraiment vous allez faire du bien à vos patientes douloureuses. Voilà, un trigger point sur un obturateur interne, c'est aussi désagréable que tous les trigger points du monde, mais ça soulage énormément. Bon, merci beaucoup, moi j'ai appris beaucoup de choses. Eh bien, avec plaisir, j'aurais voulu en dire encore plus, mais le temps imparti est fini. Si jamais vous êtes là demain, vous pouvez, je donne une formation express de 4 heures, de 10 heures à 14 heures avec l'ITMP. Donc si vous êtes étudiant, vous pouvez venir, mais ça sera plus compliqué. Mais si vous n'êtes pas étudiant, c'est pris en charge des PC FIFPL, il suffit d'aller au stand de l'ITMP. Et sinon, j'ai un e-learning complet sur la prise en charge. Exactement, ça s'appelle le raisonnement clinique en kinésithérapie pour la prise en charge de l'endométriose. On n'y voit pas de pratique. La pratique, je la fais sur une autre formation qui s'appelle douleur pelvienne. Mais on apprend à réfléchir autour de l'endométriose, justement. Et en tant que professionnels de santé qui ont l'accès direct, on a droit à l'accès direct même si tout le monde ne le fait pas. Et de toute façon, quand quelqu'un arrive avec une prescription, les bilans que vous faites, c'est de l'accès direct. Ben, en fait, vous pouvez faire gagner des années de diagnostic à vos patientes et surtout énormément de confort de vie en réfléchissant autour de cette pathologie. Et on ne l'a pas précisé, on est quand même à une femme sur 10, une femme sur 5, donc ça fait à peu près 2 millions de patientes. Sous-diagnostiquées à mort. Sous-diagnostiquées à mort. Donc on peut se dire au moins 3 millions. En périnéo, on est moins de 5000 kinés en France, vraiment moins de 5000 kinés, dont les calculs ne sont pas bons. S'il n'y a que ceux qui font de la périnéo qui prennent en charge des patients qui ont de l'endométriose, on ne va pas s'en sortir. Par contre, si les 110 000 kinés sont sensibilisés à l'endométriose dans le cadre de la douleur pelvienne et font tout ce qu'il y a à faire en dehors de l'intracavitaire, vous réglez 80% des problèmes de vos patientes. C'est bon, demain, toutes les patientes endométriosiques, elles sont taquées. Merci beaucoup. Demain, je fais court, donc je pense que je vais avoir du mal. Mais comme je vais avoir des lombaires, effectivement, je peux leur mettre un petit cas clinique qui va bien. Un petit cas clinique avec l'endométriose. En tout cas, j'espère que ça vous a ouvert l'esprit, la réflexion. Il faut que je file à l'atelier abdos et périnée. Donc, vous pouvez me suivre à l'atelier abdos et périnée et me poser toutes les questions à la fin de l'atelier abdos et périnée. Là, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir rester pour vous répondre, mais ça sera avec grand plaisir. Il y a une demi-heure d'atelier et après, je réponds à toutes vos questions. Merci. Merci à toi. Merci à toi.
pareil. Déjà, je parle beaucoup trop de base, mais C'est vrai que peut-être sur samedi, on pourra se